Je suis Marie-France Chatin, journaliste à Radio France Internationale. Très contente d'animer ce débat, ou en tout cas cette intervention de M. Nicoulot, qui est, comme vous savez, ancien ambassadeur de France à Téhéran et analyste de politique internationale. On va donc parler de l'Iran. François Nicoulot, le 24 novembre était une date attendue, fixée comme date butoir pour parvenir à un accord final sur le nucléaire iranien. Malgré un marathon diplomatique de dernière heure, il n'a pas été possible de surmonter les divergences entre l'Iran et les grandes puissances regroupées, comme vous le savez, au sein du groupe P5+1, comprenant donc les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU plus l'Allemagne. Le calendrier a été repoussé de 7 mois. L'objectif est désormais de parvenir à un accord politique sur les grandes questions à résoudre d'ici à la fin mars 2015 d'une part, et ensuite de finaliser les détails dans des annexes techniques avant le 30 juin de la même année. À l'évidence, la durée de ce report suggère que les progrès sur les points cruciaux ont été minimes, en dépit d'une année de tractations soutenues. Alors, difficile de voir dans ce report autre chose qu'un échec, vous allez nous le dire. Qu'est-ce qu'un nouveau cycle de discussion permettra d'atteindre? Quels blocages qui n'ont pu être réglés depuis un an pourront être levés? Pourquoi continuer aussi? Est-ce parce que, comme l'a dit John Kerry, le monde est plus en sécurité depuis l'adoption de l'accord de Genève? Point d'interrogation. Alors, revers, échec, extension des négociations plutôt que rupture. Il n'empêche qu'il y a une certaine urgence côté iranien. Notamment, il en va de la crédibilité du président Rouhani, qui repose en grande partie sur sa capacité à lever rapidement les sanctions internationales qui pèsent sur l'économie du pays. Urgence aussi côté américain, vous allez nous le dire. Barack Obama va devoir composer à partir de janvier avec un congrès dominé par les républicains très sceptiques envers l'Iran et qui fera tout pour priver le président américain d'un succès diplomatique. François Nicoulot, il y avait une fenêtre diplomatique. Quel est votre sentiment? Est-ce que vous êtes encore optimiste et quels sont les obstacles à franchir? Merci Marie-France, je suis très content que vous vouliez bien lancer le débat. Nous avons souvent dialogué à RFI, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver, puis de vous retrouver tous ici. Je vois beaucoup de têtes connues que je ne vais pas citer, mais voilà, nous sommes effectivement à un moment crucial de cette affaire. Enfin, il y a souvent des moments cruciaux, mais là quand même, on attendait cette date du 24 novembre. Il y a eu vraiment une très grande attente. Certes, il y a toujours des sceptiques qui disent « mais non, ça ne va pas marcher ». Beaucoup de gens ont dit ça, non, ça. Mais enfin, on était quand même quelques-uns à espérer qu'on arriverait à forcer le destin. Et manifestement, le destin n'a pas été forcé. Ce qui inquiète dans ce report, c'est pas tellement le fait qu'il y a eu un report, parce que dans les derniers jours de la négociation, on disait non, on n'y arrivera pas, on arrivera peut-être à se mettre d'accord sur quelques principes politiques, mais de toute façon, il faudra plusieurs semaines pour arriver à définir tous les détails de l'accord, et chacun sait que le diable est dans les détails. Mais voilà, on se disait... on va prolonger au fond jusqu'à fin décembre et on y arrivera. Et je pense que notamment les Iraniens étaient dans cet esprit-là. Ils pensaient qu'on était près du but, ils voulaient maintenir le rythme de négociation. Mais alors les Américains voulaient fêter Thanksgiving, donc il y a eu quand même... Voilà, c'est quand même important. Alors, il y a des choses... voilà, donc ils n'ont pas voulu rester à Vienne, continuer à travailler sans désemparer. Et alors, apparemment, de ce qu'on croit comprendre, c'est Laurent Fabius qui a mis sur la table l'idée d'une prolongation de 7 mois qui a assez déstabilisé les Iraniens, qui ne s'attendaient pas du tout à ça. Ils ont été un petit peu surpris des échos que nous avons. Bon, mais ils ont dû accepter puisque c'était ainsi. Donc, on a ce nouveau report de 7 mois, comme l'a très bien dit Marie-France. Donc, l'idée d'un accord politique au mois de mars, et ensuite, on arrête les détails techniques. On se fixe jusqu'au mois de juin pour vraiment boucler complètement l'accord. L'inquiétude, effectivement, c'est que quand on ouvre comme ça une période, je veux dire, tout peut arriver. Enfin, c'est déjà un miracle, moi je trouve, que dans la période de négociation qui vient de se dérouler d'un an, hein, qui s'est donc amorcée en novembre 2013, et cette tranche qui s'achève aujourd'hui, il ne se soit pas
assez d'événements qui auraient pu faire capoter au fond les négociations, soit un vote du Congrès. Il y avait qu'Obama a beaucoup travaillé pour essayer d'empêcher un vote hostile du Congrès. Le Congrès pensait à voter de nouvelles sanctions ou à mettre en place un dispositif qui disait d'avance, si l'accord échoue, voilà les sanctions supplémentaires que nous mettrions en place. Mais évidemment, ça aurait été un moyen de pression très désagréable psychologique sur les Iraniens, ça aurait certainement cassé l'atmosphère des négociations. Du côté iranien, il ne faut jamais oublier que le Majlis, le Parlement iranien, dans sa majorité, n'est pas favorable à Rouhani. Il n'y a pas de majorité claire comme chez nous, il n'y a pas des partis clairement définis avec des disciplines de vote, mais on sait très bien que ce Parlement, qui a été élu un an avant l'élection de Rouhani, traduisait un état de l'opinion qui n'était pas celui qui a présidé à l'élection de Rouhani. Donc il y a un décalage. Heureusement, le guide maintient à peu près ses troupes en place, arrive à calmer les conservateurs, mais il suffit vraiment de soulever un petit peu le couvercle pour que ça gicle. Et là encore, on peut imaginer, au pire, un vote du Majlis négatif, un vote qui pourrait empêcher impeach, par exemple, Zarif, le négociateur principal, ce qui ferait capoter l'ensemble de la négociation. Et puis, il peut toujours se passer dans ces 7 mois l'incident, toujours l'inattendu arrive, la bombe qui explose dans je ne sais quel endroit, on accuse un tel ou un tel, et voilà, et ça casse les négociations. À cet égard, moi, ça me rappelle un peu, je l'ai dit en quelques endroits, ça me fait un peu penser aux accords, non, plutôt aux non-accords, à la négociation de Camp David de 2000. Il y a Clinton au milieu, Ehud Barak d'un côté, Arafat de l'autre. Il y a eu cette excitation, c'était en juillet, fin juillet, ça y est, on va y arriver. C'est moi, je parle trop fort. Non, c'est... On va y arriver, voilà, on y est arrivé. Voilà, on va y arriver. Puis finalement, un peu comme ce qui vient de se passer, on dit « Ah, on est arrivé à se mettre d'accord à 95%, il n'y a plus que 2 ou 3 points qui coincent. » Mais ces points de détail, c'est quand même des gros détails. C'est le statut de Jérusalem, de l'esplanade des mosquées, le retour des réfugiés. Bon, manifestement, il y avait pas mal de choses réglées, mais c'est vrai que ça coinçait là-dessus. Bon, on s'est séparés. On s'est dit qu'on allait se revoir. On s'est revus d'ailleurs. On s'est revus à Sharm el-Sheikh en octobre. On s'est même revus à Taba, je crois, en janvier suivant. Mais entre-temps, voilà, il y a eu, comme je dis toujours, l'inattendu arrive. Ariel Sharon est allé se promener sur l'esplanade des mosquées. Ça a soulevé la deuxième intifada et ça fait exploser en vol toutes les chances de négociation. Donc voilà, on est devant... c'est la zone de tous les dangers. Là, c'est le danger zone, là, comme diraient les Américains. Bon, espérons. Alors il y a quand même... je ne pousse pas la comparaison trop loin avec Camp David. J'apporterai quand même des éléments d'optimisme, en ce sens que à la sortie de la rencontre de Camp David, Clinton a dit oui, non, on a échoué, bon, ça n'a pas marché, etc. Et les deux partis se sont lancés chacun dans le récit de la raison pour laquelle ça n'allait pas échouer. Et donc, chacun a jeté évidemment le blâme sur l'autre. Les Israéliens, qui avaient quand même un contrôle des médias un peu plus développé que les Palestiniens, ont arrivé à imposer leur narrative, là, comme disent les anglo-saxons. Donc l'opinion internationale est sortie de l'idée qu'Arafat, donc c'était la faute d'Arafat, l'intransigeant d'Arafat, pour lequel ça n'avait pas marché. Mais ce qui était important, c'est la cassure du rythme et le fait que tout le monde commence à se pointer du doigt. Alors là, quand même, là, ce qui est bon signe, c'est que tout le monde se retient quand même. Il n'y a pas eu ce phénomène-là. Il n'y a pas eu, on n'a pas commencé à s'accuser les uns les autres à la sortie du palais Cobourg à Vienne. On maintient cette idée que voilà, la négociation va continuer. Donc ça, c'est plutôt le bon côté. Si on arrive à maintenir en effet la relative discrétion quand même sur des négociations qui est importante dans une négociation aussi délicate, si on commence à négocier sur la place publique, c'est fichu. C'est ce qui s'était passé pendant la période d'Ahmadinejad et même avant, ce qu'on appelle la négociation par haut-parleur. On s'insulte, enfin on se lance des défis. Ça, c'est absolument raté. Et là, de façon
assez remarquable quand même. La discipline de l'ensemble des négociateurs a été maintenue dans son ensemble. Il y a eu quelques accros. Il y a eu par exemple Fabius en novembre 2013 qui avait dit on va vers un accord de dupes. Voilà, donc ça avait soulevé une certaine émotion. Mais enfin, dans l'ensemble, la discipline donc de l'ensemble des négociateurs, même à niveau politique, à niveau des ministres, a été maintenu. Ça, voilà, ça c'est plutôt un bon signe. Si ça continue comme ça, bon, c'est un élément favorable à côté des éléments défavorables que j'ai cités. Alors, peut-être j'aborde un peu pourquoi ça bloque aussi, il faut quand même le dire. Hein. Pourquoi ça bloque? Là, on va entrer dans des détails un peu techniques. Là, Laurent Fabius a laissé entendre dans une déclaration récente que ça avait bloqué sur 3 sujets qu'on connaît bien, qui ont déjà été évoqués, qui sont la capacité d'enrichissement des Iraniens, donc l'enrichissement, cette technologie par l'utilisation de centrifugeuses qui permet soit d'obtenir de l'électricité en fin des comptes, un combustible qui permet de faire chauffer des centrales électronucléaires, soit évidemment si on continue à monter dans le degré d'enrichissement, soit à faire la bombe. Donc évidemment la capacité d'enrichissement de l'Iran est un élément important de la négociation puisque plus il y a de centrifugeuses et plus il y a de stocks, les deux se combinent, de stocks d'uranium déjà légèrement enrichi, et plus on a de centrifugeuses, plus le temps de la course à la bombe est raccourci, bien entendu. Et les Américains ont posé ils ont hésité, ils ont dit il faudrait que le dispositif iranien d'enrichissement ne permette pas d'obtenir en moins d'1 an la quantité d'uranium nécessaire à une première bombe à uranium enrichi. Donc, il y a eu une hésitation. Kerry, à un moment, avait dit de 6 mois à 1 an. Puis finalement, ils ont pris une ligne dure, probablement sur la pression du Congrès. Ils ont dit 1 an. Et à l'heure actuelle, les Iraniens ont à peu près 9000 centrifugeuses qui tournent. Et même avec un stock... c'est vrai que s'ils ont un stock, avec un stock d'uranium enrichi, par exemple, légèrement enrichi d'une tonne, ils ont à peu près 10 tonnes d'uranium enrichi. Avec 1 tonne, vous avez de quoi faire une bombe. Donc vous faites tourner vos centrifugeuses pendant à peu près, je ne sais pas, 6 mois. Alors certains disent 3 mois, 4 mois, ça ne me paraît pas très réaliste, mais enfin disons 6 mois, vous arrivez à produire une première bombe. Donc les Américains et les Occidentaux, notamment, parce que ceux les pilotes dans cette négociation, voudraient en gros diviser par 2 le nombre de centrifugeuses actives, tomber à 4000. De l'autre côté, les Iraniens, le guide de la révolution a fixé des lignes rouges aux négociateurs, et une de ces lignes rouges, c'est pas de démantèlement, pas de recul par rapport à ce qui est installé. Alors là, on voit très bien, il y a donc un écart entre 4000 et 9000 centrifugeuses. Cette affaire a pris une dimension, à vrai dire, hors de proportion. Mais ce sujet des centrifugeuses, comme on le sentait sensible pour les Iraniens, notamment les think tanks néoconservateurs aux États-Unis, ont beaucoup mis la pression sur ce sujet. Et donc, cette symbolique du nombre de centrifugeuses est devenue extrêmement importante. On voit très bien que si les États-Unis acceptaient 9000 centrifugeuses, on dirait aussitôt qu'ils se sont mis à genoux devant les Iraniens. Si les Iraniens acceptent de descendre à 4000 ou 5000, on dira la même chose, qu'ils se sont mis à genoux devant les Américains. Donc c'est un petit peu compliqué. D'un autre côté, en privé, les Iraniens, Bouroudjerdi, le président de la commission des affaires étrangères et de la sécurité, qui était récemment à Paris, a dit non, on s'arrangera là, sur les centrifugeuses. C'est un point dur, mais ce n'est pas le point le plus dur. Il y a d'autres choses qui sont plus compliquées. Donc voilà, cette affaire de l'enrichissement, qu'a cité Laurent Fabius. Laurent Fabius a cité une deuxième affaire qui est le réacteur d'Arak. Alors le réacteur d'Arak, c'est la deuxième voie vers la bombe, effectivement.
effectivement, théoriquement, c'est un type de réacteur dans lequel tous les réacteurs produisent du plutonium, par définition, dans leur cœur. Hein. Quand le cœur à uranium chauffe, naissent de nouveaux métaux qui n'existent pas dans la nature. Et parmi l'un de ces métaux, il y a un métal pardon, très pratique pour faire des bombes, c'est le plutonium. Donc, il y a des réacteurs qui sont configurés pour produire quand même beaucoup de plutonium. Pas de chance, le réacteur d'Arak est quand même, c'est le modèle du réacteur de Dimona, Israël, du réacteur de Trombai en Inde, du réacteur pakistanais, d'où sont sorties les premières bombes au plutonium. Donc c'est vrai qu'il a une configuration préoccupante. Et Laurent Fabius avait beaucoup insisté là-dessus à un moment. Alors les Iraniens, apparemment, ont accepté de modifier la configuration du cœur du réacteur de façon à ce qu'il ne produise plus à peu près une dizaine de kilogrammes de plutonium par an, ce qui en effet avec 7-8 kilogrammes, vous avez de quoi faire une bombe, hein. Mais qu'il n'en produise plus que 500 grammes ou 1 kilogramme. Ça résoudrait la question. Donc voilà, c'est un point dur qu'a cité Laurent Fabius, mais la solution est là, est à portée de main. Laurent Fabius a également cité toutes les questions de transparence. Alors, quand on dit transparence, on parle à la fois de la transparence du programme tel qu'il existe aujourd'hui, l'ouverture au maximum de tous les sites, la possibilité aux inspecteurs de l'AIEA d'aller mener des enquêtes surprises dans des lieux qui ne sont pas déterminés à l'avance. Bon, c'est toutes ces dispositions supplémentaires qui figurent dans ce qu'on appelle le protocole additionnel aux garanties de l'AIEA. Alors, qu'est-ce que c'est le protocole additionnel? Bon, l'AIEA, quand elle s'est créée, devait inspecter donc, les pays qui acceptaient sa juridiction, avait un modèle d'accord, parce qu'encore faut-il un accord pour pouvoir intervenir, un modèle d'accord qu'elle passait avec tous les pays. Ce modèle d'accord s'est révélé insuffisant, et notamment après la première guerre d'Irak, quand on a découvert tout ce qu'avait fait Saddam Hussein, on s'est dit il faut essayer de faire un modèle bis d'accord, un modèle amélioré d'accord, avec des garanties renforcées, ce qu'on a appelé le protocole additionnel, et un certain nombre de pays l'ont déjà signé, acceptant donc des contrôles plus durs en quelque sorte. L'Iran l'a signé à un moment, il l'a même appliqué à titre provisoire, mais il ne l'a jamais ratifié. Aujourd'hui, il ne l'applique plus. Et donc, l'idée, ce serait qu'il signe ce protocole additionnel. Les Iraniens, là encore, disent que c'est pas un grand problème. Ils sont prêts à le signer quand le Majlis donc, aura une majorité qui conviendra. Ils sont prêts à le faire passer. Ils sont prêts même à l'appliquer de façon provisoire, à le mettre en œuvre sans attendre pour montrer leur bonne volonté. Donc, ce point de vue, on n'est peut-être pas... Aïe, aïe, aïe. Ça, j'ai oublié de faire le geste. Voilà, où est-il ce vilain téléphone, hein? Il est quelque part, mais où? Il doit être là. Voilà, on va l'arrêter pour de bon. Excusez-moi. Voilà, on ne va plus en parler. Le voilà arrêté. Voilà donc pour le protocole additionnel qui ne semble pas vraiment un point... Enfin, c'est un point soluble. C'est un point soluble. Alors, transparence, quand on dit transparence, il y a une deuxième dimension de la transparence. C'est la transparence sur le passé. Et ça, les Occidentaux en particulier, les Américains, un petit peu aidés par les Israéliens, ont mis une très très forte pression sur l'Iran en disant « Ah, vous avez fait des grosses bêtises dans le passé, ce qui est sans doute vrai. Vous avez eu un programme clandestin de fabrication de la bombe. Il faut nous dire toute la vérité sur ce programme. Ce programme a dû commencer à l'époque de la guerre Irak-Iran, parce que les Iraniens savaient que Saddam avait la bombe, enfin, ils se préparaient à essayer d'avoir la bombe. Et donc, ils ont lancé eux-mêmes leur propre programme. Ce programme, d'après la CIA elle-même, a été interrompu en fin 2003. Mais, bon, donc un peu une archéologie de ce programme, mais c'est une façon quand même d'embarrasser les Iraniens, de dire, oui, ce programme, il a beau être ancien et tout, on veut tout savoir sur lui, qui travaillait là-dessus, on a des noms, on a des documents qui ont été exfiltrés, sont-ils vrais, sont-ils faux? Les Iraniens disent qu'ils sont faux. Bon, voilà, on en est là, mais ça embarrasse beaucoup l'Iran. Et pour faire toute la lumière sur ce programme ancien, l'AIEA, un peu aiguillonné par les Américains, demande à visiter un certain nombre de sites iraniens, et notamment des sites militaires. Et ça, les Iraniens disent non, les sites militaires, c'est hors portée des inspecteurs de l'AIEA, et on est un peu bloqué là-dessus.
Voilà un peu les 3 points qu'a cité Fabius, mais ça, ces 3 points concernent finalement un peu les obligations des Iraniens. Hein. Donc, l'enrichissement, on l'a dit, le retraitement, la fabrication de plutonium, le réacteur d'Arak, et enfin la transparence. Voilà les 3 points. Mais il y a aussi des points, et moi je pense, enfin, on croit savoir que ce sont ça les vrais points qui bloquent, c'est les obligations de l'autre côté, c'est-à-dire la levée des sanctions. L'accord, par définition, pourrait être équilibré en échange des contraintes de la tutelle, en quelque sorte exceptionnelle, acceptée par les Iraniens pour un certain temps. Eh bien, évidemment, il faut qu'il y ait la levée des sanctions. Et là, sur la levée des sanctions, il y a vraiment de grosses difficultés. Il y a trois types de sanctions. Hein. Il y a les sanctions du Conseil de sécurité, qui ont été prises au nom du chapitre 7 de la Charte. Hein. C'est celui qui autorise précisément à prendre des mesures obligatoires à l'égard de l'ensemble des États membres. Et le chapitre 7, c'est le chapitre de menace à la paix, rupture à la paix. Donc prendre des sanctions au titre du chapitre 7, c'est dire que l'Iran est une menace à la paix, ou que son programme nucléaire représente une menace à la paix. Ces sanctions ont été prises entre 2006 et 2010. Premier paquet de sanctions. Deuxième paquet de sanctions, les sanctions américaines. Il y en a qui sont très anciennes, qui touche d'ailleurs non seulement le nucléaire, mais aussi les droits de l'homme, le soutien au terrorisme, etc. Des sanctions votées par le Congrès. C'est un amas de sanctions absolument incroyable. En temps de paix, c'est vraiment la construction de sanctions la plus complexe qui ait jamais été construite aux États-Unis. Il y a les sanctions du Congrès, il y a les sanctions qui sont prises au nom par le président américain sous forme d'executive order, c'est-à-dire de décrets. Donc on a à la fois des lois et des décrets. Et puis il y a les sanctions européennes qui sont montées en puissance un peu à la suite des Américains, notamment à partir de 2011-2012. Alors, évidemment, la demande des Iraniens, c'est que les sanctions soient levées très rapidement après que l'accord soit signé. On signe l'accord, on met en place les premières mesures, on constate que l'Iran joue le jeu, accepte les inspections, on laisse passer peut-être 2, 3, 4 mois, enfin, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais on imagine quelque chose de ce genre-là. Mais à partir de ce moment-là, la bonne volonté est démontrée, donc il n'y a plus qu'une raison de maintenir les sanctions. Et alors, les Occidentaux, au contraire, disent « Ouh, non, c'est beaucoup trop compliqué. Non, c'est pas en 3 ou 4 mois que vous allez rétablir la confiance. » Ça, c'est un peu le mot-clé. La confiance que vous avez détruite au fil des années par toutes les bêtises que vous avez faites. Il faut des années pour la reconstruire. Il faut que vous démontriez votre bonne volonté, que votre programme est entièrement pacifique. Et ça va prendre du temps. L'AIEA doit vous délivrer un certificat de bonne conduite qui va encore prendre de très nombreuses années en raison de toutes ces exigences, et notamment sur le passé, comme on l'a dit, sur le programme clandestin de l'Iran. Donc, les sanctions, on verra au fur et à mesure. Enfin, manifestement, les Occidentaux traînent des pieds. Et là c'est vraiment, je crois que c'est là, en fait, le vrai point dur sur lequel on bloque. Les Iraniens acceptent que Obama ne puisse pas offrir plus qu'il ne peut, c'est-à-dire qu'il ne peut pas lever les sanctions du Congrès. Tout ce qu'il peut faire, c'est les suspendre au moyen de waiver, d'exemption, donc de décret, en quelque sorte, pour les sanctions du Congrès. Et celles qu'il a mis en place de sa propre initiative, il peut évidemment les supprimer. Mais enfin, une grande partie des sanctions ne pourront être que suspendues. Ça veut dire qu'elles seront suspendues par définition le temps où Obama est là. Enfin, en tous les cas, son successeur retrouvera sa liberté d'action et pourra rétablir, s'il est sur une autre ligne, pourra rétablir des sanctions qui ont été simplement suspendues. Mais ça, je crois que les Iraniens, il faut qu'ils acceptent cette limitation. Mais les sanctions américaines, ils y sont habitués. Elles ont été installées 30 ans auparavant, du temps de la prise de l'ambassade américaine par les Bassidji, par les étudiants iraniens. Ils sont un peu blindés, je pense. Ce qu'ils aimeraient, au fond, surtout, c'est qu'on lève les sanctions européennes. Ça, les Européens peuvent le faire assez vite. Ça peut être fait en 24 heures avec une réunion du Conseil de l'Union européenne, des ministres. Ça a été mis en place en 24 heures. Ça peut être levé en 24 heures. Il n'y a pas toute la mécanique juridique qu'on retrouve aux États-Unis. Et puis, il y a les résolutions du Conseil de sécurité. Ce n'est pas celles qui font le plus mal. Elles visent, au fond, elles interdisent aux gens de vendre à l'Iran des armes, de vendre du matériel nucléaire,
Alors, sauf pour les Russes qui peuvent vendre des centrales nucléaires, mais c'est vrai que les centrales nucléaires, on ne fait pas de bombes avec, donc ça c'est un petit peu à part. Mais enfin, bon, elles ne font pas vraiment mal à l'Iran. Mais elles ont deux aspects. Il y a l'aspect mise au pilori. L'Iran n'est pas un pays comme les autres, tant qu'il est sous la coupe de ces sanctions humiliantes, donc. Et puis, ce sont les sanctions qui sont le socle juridique des sanctions européennes. Si on tire le tapis, si on arrive à supprimer les sanctions du Conseil de sécurité, ça fait tomber les sanctions européennes. Donc ils ont envie que ça se lève très vite. Et là encore, de ce qu'on entend dire, les Occidentaux traînent beaucoup les pieds. Alors, mais que le fait que tous ces points apparaissent dans les petites confidences, les semi-confidences des négociateurs, montre que il y a donc, si on fait la liste, effectivement, les 3 points cités par Fabius, les 3 types de sanctions, ça fait au moins 6 points. Ce qu'on croit savoir, c'est quand même que les Iraniens, peut-être par tactique et peut-être en espérant, c'est un peu leur façon d'agir, en ne voulant céder qu'au dernier moment, n'ont pas véritablement abattu toutes leurs cartes. Il est possible que sur certains points, ils ne soient pas allés au bout de leurs concessions en attendant de voir tout ce qu'ils pourraient tirer des Occidentaux. Mais mon sentiment est que, espérons-le, là c'est quand même la dernière chance qui s'ouvre, que là ils finiront par abattre leurs cartes, les Occidentaux aussi, et qu'on arrivera à résoudre les 2 ou 3 les points le plus dur, qui est finalement la durée des sanctions, auquel est liée la durée de l'accord lui-même, parce qu'il ne faut jamais oublier que l'accord dont on parle, ce n'est pas un accord éternel, c'est un accord qui fixe des contraintes extraordinaires sur l'Iran par rapport à n'importe quel autre pays qui se soumet aux règles du traité de non-prolifération nucléaire. Mais pour les Iraniens, ça ne vaut que pour quelques années, toujours le temps qu'ils aient démontré leurs intentions totalement pacifiques. Et dans leur esprit, l'accord qui se prépare devrait être en vigueur, je sais pas moi, 4, 5, 6, 7 ans, enfin un nombre, un seul chiffre, moins de 10, alors que les Américains ont parlé de 15 ou 20 ans, ce qui est évidemment l'éternité. Là aussi, il faudra trouver une façon de rapprocher les points de vue. Donc on saisit assez bien les points à régler. Sur le plan politique, voilà, maintenant il s'agit du dernier effort. Toutes les données techniques sont connues, et c'est le dernier geste politique. Est-ce que d'un côté ou de l'autre, il y aura la force, le courage, il y a un courage politique pour Obama qui va avoir un congrès évidemment très, très négatif. Est-ce que Rouhani aura la force lui aussi d'imposer un certain nombre de concessions à un régime qui est hostile et dont les plus conservateurs n'attendent qu'un signal pour pouvoir repartir? C'est la question qui va se poser dans les quelques mois qui s'ouvrent, dans les 3 mois qui s'ouvrent. Merci beaucoup. Alors, on va peut-être proposer de poser des questions. Moi, j'en ai peut-être une première, si je peux me permettre. Est-ce que la venue à Vienne dimanche d'un leader saoudien a fait véritablement pencher la balance là où elle a penché, François Nicolo? Oui, les Séoudiens sont venus au contact, les Omanais aussi, donc ils sont très nerveux. Hein. C'est évident qu'on voit très bien que les Séoudiens, comme les Israéliens, ont peur, ont vraiment peur d'un accord. Je ne crois pas que non, je ne crois pas qu'ils ont la capacité d'arrêter le cours des choses. Moi, j'imagine je doute qu'il soit venu de sa propre initiative. Enfin, peut-être qu'il a demandé à venir. Moi, je pense que les Américains ont dit oui, venez, on va vous raconter où on en est, quoi, pour vous tenir au courant, etc. Donc, il est venu, je pense qu'il est venu, c'était plus une information, enfin, la façon dont je le sens, c'était plus une information sur ce qui se passait, une façon de le rassurer, etc., que d'accepter des pressions de dernier moment qui auraient fait basculer la chose. Ça, je n'y crois pas beaucoup. Hein. Ils n'ont pas la capacité, les Soudanais n'ont quand même pas la capacité de faire échouer la négociation. Ça, je ne crois pas. On l'a dit, par exemple, que les Français étaient particulièrement proches des Séoudiens, que les Séoudiens faisaient pression sur les Français, les Israéliens un petit peu aussi. C'est vrai que ça a compliqué. Peut-être les Français ont donc eu cette ligne un peu dure, hein, qu'on a sentie tout au long de la négociation. Mais à l'heure qu'il est, je pense qu'on a
les Français ne prendront pas le risque de faire capoter la négociation. Voilà. Ils suivront en maugréant peut-être un petit peu, là, voilà, mais ils suivront. D'autant plus qu'alors Kerry a fait un gros effort à l'égard notamment de Laurent Fabius. Il a beaucoup cocooné ces derniers temps. Il est venu le voir à Paris, tout ça. Bon, il faut dire qu'en novembre 2013, c'est vrai que c'est quand même vrai que les Américains négociaient tout seuls avec les Iraniens. Il y avait quand même des cachotteries. Ils racontaient rien aux autres. Et c'est vrai que les autres ont découvert l'accord qu'ils étaient priés d'accepter un peu au dernier moment, d'où la mauvaise humeur de Fabius. Mais les Américains ont compris qu'ils avaient fait une erreur psychologique, disons, donc ils ont appris de leurs erreurs et ils ont beaucoup corrigé les choses. Et vous avez remarqué que notre ministre a un ton maintenant quand même plus ouvert, plus positif qu'il n'avait été pendant de nombreux mois. Monsieur au fond. Oui, bonjour, merci de votre intervention et des éclaircissements. J'ai deux questions. La première, c'est dans la suite de ce que vous venez de dire, pourquoi la France est plus frileuse que les Américains et les Iraniens dans cette affaire? Et deuxième question, est-ce que vous ne pensez pas également que les Iraniens cherchent dans cette négociation à asseoir un rôle régional auquel ils peuvent logiquement prétendre? C'est-à-dire, en gros, en marge de ces négociations techniques et tactiques, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait de dire reconnaissez-nous comme un leader régional et donnez-nous un peu les moyens de ce leadership régional? Reconnaissez-le, enfin, et dites-nous quels sont les contours de ce leadership. Ouais. Non, en ce qui concerne la position de la France, c'est vrai qu'elle a beaucoup évolué. Si on prend vraiment le début de la crise nucléaire, c'est-à-dire 2002-2003, et aujourd'hui, il y a eu vraiment un basculement. Il y a un basculement parce que en 2003, finalement, au contraire, la France était en pointe dans la recherche d'une solution, il faut bien le dire. Dominique de Villepin est l'homme politique qui a entraîné ses collègues anglais et allemands, donc Stroh et Fischer, à Téhéran pour aller au contact des Iraniens, ce qui était un geste absolument unique. Jamais dans l'histoire de l'Iran, 3 ministres européens s'étaient ainsi déplacés ensemble pour venir essayer de trouver une solution. Donc c'était un geste très positif et à cette époque, donc, les Iraniens, même si cette négociation n'a pas abouti pour d'autres raisons, ont beaucoup apprécié cette initiative, cette capacité d'initiative de la France dans le bon sens. Ça n'a pas réussi finalement, mais quand même, on a arrêté pendant 2 ou 3 ans le bras des Américains. On était vraiment au lendemain de l'intervention en Irak. Il y avait une espèce d'hubris, comme on dit maintenant. Les Américains étaient les rois du monde, enfin, ils étaient fous d'orgueil, et sûrs que tout pouvait leur céder, et ils étaient à un moment où ils espéraient vraiment faire brutalement pression sur les Iraniens pour qu'ils se mettent à genoux, ou éventuellement que le régime, encore mieux que le régime des mollahs disparaisse. Donc voilà. Donc l'intervention de la France à cette époque a été véritablement déterminante pour détourner un peu le cours du destin. Le président Chirac, qui suivait évidemment le dossier d'assez près, qui soutenait Villepin, moi je l'ai rencontré à cette époque, il sentait pas beaucoup les Iraniens, c'était pas son monde, il faut bien le dire, son monde était plutôt de l'autre côté là. Mais il était quand même impressionné, il était curieux, impressionné, enfin, et il était malheureux qu'on ne trouve pas une solution. Ça c'était très très clair. Donc il était à la recherche d'une solution, etc. Bon, ensuite il y a eu un changement de président, est arrivé Nicolas Sarkozy, qui est assez vite tombé sous la coupe de George W. Bush. Hein. Dès qu'il est arrivé, vous vous souvenez, il est allé passer des vacances aux États-Unis. Ils ont passé avec Bush une journée autour d'un barbecue. Manifestement, il en est sorti absolument convaincu que la bombe iranienne était le problème numéro 1 de l'actualité internationale. Et comme quelques jours après, il allait se présenter devant la conférence des ambassadeurs, c'est ce qu'il leur a dit à l'époque. Il leur a dit, voilà, le problème numéro 1 aujourd'hui, c'est la bombe iranienne, ou la bombe ou le bombardement. C'était toute cette logique, enfin tout ce raisonnement qui était développé.
Et voilà, et il est resté sur cette ligne pendant tout son septennat, soutenu, il est vrai, par, disons, des diplomates professionnels qui étaient des spécialistes de la non-prolifération, qui connaissaient assez peu l'Iran et qui avaient une vision quand même assez rigide des normes à appliquer et qui cherchaient vraiment à imposer un point de vue qu'on a qualifié, que beaucoup ont qualifié de néoconservateur, disons. Voilà. Par définition, la diplomatie est professionnelle, donc ces gens-là sont toujours en place, c'est des gens tout à fait estimables, mais ils ont une vision quand même, j'allais dire, très rigoureuse, très restrictive de la non-prolifération, que tous ces problèmes ne peuvent être résolus que si l'Iran se soumet, en quelque sorte. C'est assez intéressant de voir, par exemple, une des têtes de ces réflexions. Vous allez sur Twitter, vous tapez Gérard Haro, qui est notre ambassadeur à Washington, vous allez voir une série de mails, plutôt de tweets, où il explique que l'Iran a plus besoin d'un accord que nous. Ça, quand on dit ça, c'est évidemment très bien. D'ailleurs, Khamenei dit exactement le contraire. Il dit l'Occident a beaucoup plus besoin d'un accord que nous. Bon, je veux dire, ça, c'est des positions qui, voilà, qui n'arrangent pas les choses. Et quand on part avec cette mentalité, c'est l'idée que, voilà, et les Iraniens doivent se soumettre et maintenant, leur seul choix, c'est de calculer le prix, enfin, le prix de la soumission. Voilà, vous lisez les mails, plutôt les tweets de Gérard Haro, vous serez tout à fait édifié sur ce type d'esprit, voilà, qui pénètre quand même les décideurs ou les conseillers au Quai d'Orsay. Bon, et puis, donc on peut parler librement là, entre nous. Et un changement donc de majorité est arrivé le président Hollande, Laurent Fabius, etc. On leur a beaucoup reproché effectivement d'être hostile à l'Iran. Président Hollande, je ne sais pas, mais enfin, c'est pas des sujets dans lesquels il était pénétré. Pour Laurent Fabius, il y a quelque chose, évidemment, qui joue beaucoup, je pense, qui joue dans sa vision des choses, c'est qu'il était Premier ministre à la pire époque des relations entre la France et l'Iran. Hein. Il y avait les otages à Beyrouth, du Hezbollah, donc pilotés par l'Iran. Il y a eu les premières bombes dans Paris. En plus, les otages, on a cru qu'on arriverait à les libérer, qu'au dernier moment, les Iraniens ont dit non, ça marche plus, on annule tout parce qu'on a une meilleure offre de vos amis de l'autre côté. C'est-à-dire, en effet, c'était à l'époque où l'opposition, donc Chirac et toute son équipe, le RPR, faisait des offres meilleures. Ça paraît un peu étonnant, hein, mais enfin, ça s'est passé également du temps de Carter-Reagan. Hein. Il faut se souvenir que quand il y avait les otages américains donc à l'ambassade américaine à Téhéran, pendant que Carter négociait, Reagan envoyait des émissaires à Téhéran, et notamment Bush père, en disant surtout ne vous mettez pas d'accord, on arrive, vous allez voir. Bon, on a fait la même chose. Donc les Iraniens ont tiré profit un peu des luttes politiques de nos démocraties. Voilà, mais donc Fabius garde quand même un très très mauvais souvenir de cette époque. Je pense qu'il baigne encore là-dedans un petit peu, donc enfin voilà, il est un peu crispé et il n'est pas spontanément ouvert à la recherche de la meilleure des solutions. Il n'est pas très indulgent à l'égard de l'Iran. Voilà ce qui explique un peu les positions françaises. Mais enfin, c'est des choses un petit peu anecdotiques. Mais dans l'ensemble, on ne peut pas dire qu'actuellement, c'est un caractère déterminant sur le cours des négociations. Hein. Finalement, que l'équipe du Quai d'Orsay, là, quand elle est arrivée, la nouvelle majorité, donc en 2012, elle a au fond, elle a vendu un peu à nos hommes politiques l'idée, on se met dans la roue des Américains, là, voilà, et puis maintenant, ne faisons pas trop de difficultés. Voilà, c'est un peu ça. Notre question... La deuxième question, on y reviendra parce que c'est un peu long. Il y a deux personnes ici et monsieur là. Oui, bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Peut-on répondre même très indicativement à une question qui me paraît importante, qui est en fait la réalité de la menace, qui est composée en fait de deux éléments, la bombe et le vecteur qui va la transporter, ou les vecteurs qui vont les transporter. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications ou quelques sentiments, si je puis dire, sur comment se place l'Iran, y compris par rapport à ses concurrents qui sont, je dirais, dans la région? Merci.
Oui, tout à fait. Enfin, c'est évidemment la question clé. C'est à quel point les Iraniens en sont arrivés dans la capacité de fabrication d'une bombe. Comme je le disais, il est plus que probable que le programme nucléaire clandestin, enfin destiné vraiment à la fabrication d'une bombe, se soit amorcé à l'époque de la guerre Irak-Iran, à l'époque où les Iraniens subissaient d'abord les gaz de Saddam et savaient en plus que Saddam avait des ambitions nucléaires. À la fin de la guerre, les choses sont probablement ralenties, disons. L'urgence n'était plus la même. Et en 2003, fin 2003, tout le monde s'accorde à dire que... Enfin, tout le monde s'accorde. En tous les cas, la communauté américaine du renseignement s'accorde à dire que les Américains ont arrêté... on s'accorde à dire que les Iraniens ont arrêté fin 2003 leur programme clandestin. Alors, ils ont dit que c'était en raison de la peur des Américains qui étaient à proximité, qui étaient en Irak. Ça a peut-être joué. Pour ma part, moi, je vois deux raisons à cette interruption dont j'ai été un petit peu témoin. Enfin, voilà. Je suis convaincu qu'effectivement, ça a bien été interrompu à ce moment-là. Il y a eu... D'abord, le fait que l'Iran est entré en négociation avec les Européens et ils ont fait un peu le ménage, en quelque sorte, à ce moment-là. Et puis surtout que Saddam Hussein n'était plus une menace. Au fond, la raison principale, peut-être la seule pour laquelle ils voulaient se doter d'une bombe, c'était la menace de Saddam Hussein. Car ils étaient persuadés, comme les Américains d'ailleurs, que Saddam Hussein, même après sa défaite de 91, avait continué à progresser dans un programme clandestin de fabrication d'une bombe. À partir du moment où Saddam Hussein disparaissait, la motivation tombait encore d'un cran. Alors la dernière motivation qui reste, c'est la destruction d'Israël. C'est ce qu'on met beaucoup en avant. Ça paraît quand même peu crédible dans la mesure où on sait très bien que la construction d'un arsenal nucléaire qui pourrait entrer en concurrence avec l'arsenal dont on connaît à peu près les dimensions israéliennes, il y en a pour 15 ou 20 ans. Et il est évident que si l'Iran a une ou deux bombes, c'est pas avec ces une ou deux bombes qu'il pourrait sérieusement menacer Israël. Donc, en revanche... Ça vient d'extérieur, c'est pas... D'accord. En revanche, ce à quoi s'accorde la plupart des gens, c'est que l'Iran voudrait bien avoir la capacité de fabriquer une bombe dans un délai relativement court si effectivement surgissait dans la région une menace existentielle en quelque sorte. Et c'est-à-dire, au fond, il y avait un fils de Saddam qui tout à coup surgissait, on sait en raison de quelles circonstances. À ce moment-là, les Iraniens ne voudraient plus subir le traumatisme qu'ils ont subi dans les années 80, c'est-à-dire se trouver complètement pris de court, vraiment être au point zéro, alors qu'on savait déjà que Saddam était quand même très avancé. Et donc, ils voudraient devenir ce qu'on appelle un pays du seuil, c'est-à-dire un pays qui, en 4, 5, 6 mois, 1 an peut-être, arrive à fabriquer une bombe. Mais voilà, c'est précisément ce dont on voudrait les empêcher. Les Américains, voilà, les puissants du Conseil de sécurité, dans l'essentiel, n'ont pas envie d'avoir à travers le monde trop de pays qui sont au seuil. Il y en a déjà 2 ou 3, par exemple le Japon, peut-être considéré comme un pays du seuil, peut-être le Brésil. Bon, c'est des pays amis, bon, on peut à moitié fermer les yeux. Mais il ne faut pas que ça devienne une mauvaise habitude qu'on ait quand même 15 ou 20 pays qui, en 6 mois, seraient capables de fabriquer une bombe. Et donc, c'est vrai que, du coup, on exige quelque chose, on demande aux Iraniens de ne pas s'approcher de la fabrication de la bombe. Voilà. Mais ça, ce n'est pas inscrit dans le traité de non-prolifération nucléaire. Malheureusement, on a essayé, d'ailleurs à l'époque, quand on a écrit le traité, on a essayé de mettre ça, mais la plupart des pays ne voulaient pas s'engager à un tel degré. Mais malgré le fait que ça ne figure pas dans le traité, on a toujours essayé, au fond, de remettre ça sur le tapis avec différents pays à problème. Ça s'est passé avec la Corée du Sud, ça s'est passé avec Taïwan, avec l'Égypte, etc. Les Américains ont toujours fait pression pour éviter que ces pays ne s'approchent trop du seuil. Alors, en ce qui concerne la capacité vraiment technique de fabrication d'une bombe, les Iraniens y ont travaillé. Vous allez dire, mais ils ont fait surtout un travail papier. Hein. Il est à peu près certain qu'ils ne détiennent pas toutes les technologies
nécessaires à la fabrication d'un engin nucléaire. Il y a quand même des technologies assez complexes, notamment l'injection initiale du flux de neutrons pour déclencher l'explosion nucléaire. Manifestement, des documents qui ont été apparemment saisis ou transférés clandestinement d'Iran, à la lecture même de ce document, on voit qu'ils cherchent mais qu'ils ne trouvent pas, qu'ils sont quand même encore assez loin de trouver. Et voilà, donc on peut dire que l'Iran, évidemment ça dépend de la largeur du seuil, mais on peut dire qu'aujourd'hui encore, si l'Iran décidait par extraordinaire de se lancer dans la fabrication d'une bombe, il y en a probablement, en travaillant très bien, en travaillant très dur quand même pour 3 ou 4 ans. Entre 2 ans si on est pessimiste et 3 ou 4 ans si on est plutôt optimiste. Hein. Voilà. Oui, je voulais, sur les causes de l'échec, est-ce qu'on peut aussi examiner la capacité d'influence d'une conjonction entre Israël, l'Arabie saoudite et le Congrès, étant donné que finalement que ces 3 forces ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas d'accord, pas forcément une rupture, en attendant l'élection des Républicains, qui est extrêmement proche. À partir de ce moment-là, c'est fini. Donc moi, je crois que c'est un peu cette hypothèse-là qui me semble assez vraisemblable. Alors, ça repose une deuxième question que vous avez abordée, c'est la question de la dénucléarisation. Fabius a parlé à France Inter qu'il ne fallait pas d'armement nucléaire iranien parce qu'il y avait un risque de nucléarisation générale du Moyen-Orient. Il a cité l'Arabie saoudite, la Turquie, l'Égypte. Pas un mot sur Israël. Pas un mot. Il a dû oublier certainement. Et la question, c'est que s'il y a un processus, y compris si l'Europe ou les États-Unis, si la communauté internationale propose la question de la solution du problème palestinien, dans cette négociation, il y aura la question de l'armement nucléaire israélien. Parce qu'il est évident qu'il n'y aura pas de succès de négociation si Israël garde la bombe atomique comme élément de refus de tout accord. Donc moi, ce que je voulais vous poser, c'est de savoir si la question de la dénucléarisation du Moyen-Orient reste un problème ou est-ce que c'est abandonné par les diplomaties à plus ou moins moyen terme. Donc c'est 2 questions un peu différentes, mais quand même qui recoupent la politique nucléaire d'Israël, disons. D'accord. Non, cette question de la dénucléarisation du Moyen-Orient, elle se pose depuis 1975, je crois, c'est du temps du Shah même. Le Shah avait déposé avec l'Égypte une première résolution devant l'Assemblée générale demandant à ce qu'on se mette au travail pour la dénucléarisation du Moyen-Orient. Il y a eu des résolutions régulières ainsi, et en 1995, la conférence générale des signataires du TNP avait lancé l'idée d'une conférence spéciale consacrée au Moyen-Orient. Bon, elle n'a jamais pu se tenir. Encore tout récemment, en 2010, la conférence des signataires du TNP a émis un nouveau vœu en ce sens. Les Américains à l'époque ont dit oui, ça c'est intéressant, parce que bon, ils voulaient probablement que ça se termine bien, mais en fait, après leur oui, cette réunion finalement a filé en quenouille. C'était, je sais plus quel pays, je crois la Norvège qui devait l'organiser ou quelque chose comme ça. Bon, finalement, ça a complètement filé en quenouille. On a jugé que ce n'était plus du tout opportun. Les Iraniens, ça va sans dire, comme beaucoup d'autres pays de la région, en font un point clé, effectivement, de l'apaisement des tensions. Bon, à partir de là, on voit très bien que cette dénucléarisation de la région ne peut venir comme point d'orgue, disons, de la solution de tous les autres problèmes. D'ailleurs, c'est ce que dit Israël. Il dit, moi, je suis pas contre me dénucléariser, mais si je vis en paix durable avec tous mes voisins, et que je n'ai plus d'inquiétude, à ce moment-là, je n'aurai plus je serai prêt à me joindre à un traité de ce genre. Donc, on voit que l'échéance est quand même un petit peu éloignée, là, voilà. Mais voilà, les Iraniens, ils reviennent de temps en temps. Il est possible que ça apparaisse comme un vœu, hein, quelque part dans l'accord qui sera passé, l'accord israélo-P5+, décidément, irano-P5+1. Il est possible que ça apparaisse comme un but à atteindre, encore comme quelque chose de ce genre-là, puisque nous, on a toujours... Enfin,
nous affichons toujours notre accord, enfin notre soutien à une telle idée. Hein. Tout le monde est pour, mais par un malheureux hasard, ça n'arrive jamais à se faire. Voilà, c'est un peu ça la situation. Là. On s'entend. Bernard Cornu, vous avez évoqué dans un premier temps un rapport de la CIA de 2007, et après vous avez dit qu'en 2003 on savait. Ce rapport était effectivement de National Intelligence Estimate, a été publié en 2007 et disait très clairement que selon nos renseignements américains, le programme militaire s'est arrêté totalement en 2003. Mais il n'y a pas eu de publicité là-dessus. Je ne pense pas que Sarkozy ait reçu une copie. Et ce qu'on a vu au contraire depuis quelques années, c'est l'augmentation de la menace, enfin la création de la menace. Et on a dans les médias, on a beaucoup parlé de ça en France et aux États-Unis, en Israël et partout, puisque les menaces même de guerre, d'être préventives et tout ça. Donc je rappelle qu'il y a un livre, je ne sais pas si vous le connaissez, de Gareth Porter qui est publié récemment, qui parle de la fabrication de la menace par les intérêts de renseignement américains à la fin de la guerre froide et par Israël qui avait intérêt à maintenir une tension aussi pour pouvoir continuer à utiliser cette tension pour faire ce qu'il fait. Voilà. Qu'en pensez-vous, effectivement? Et du coup, n'insistons pas dans les hésitations françaises et américaines à signer trop vite à la nécessité d'une reculade, d'un rétropédalage, si vous voulez, pour reparler de façon plus positive de l'Iran, des intérêts que la France reprenne le business avec l'Iran, etc. Et les Américains aussi convaincent leur public, leurs médias aussi, par leurs médias, d'atténuer cette menace qui a été créée, à mon avis, de façon assez artificielle depuis 10 ans. Oui, c'est un récit qu'on peut faire. Moi, j'ai lu le bouquin de Gareth Porter. Il y a beaucoup de choses effectivement troublantes sur la construction de la menace. Décidément, les Iraniens sont quand même pas blanc-bleu. On ne parle non plus tomber de l'autre côté du cheval. Hein. Les Iraniens ne sont pas blanc-bleu. On sait ne serait-ce que par les inspections de l'AIEA, quand ils les ont acceptés en 2002-2003, parce qu'il y a eu une espèce de scandale au moment où on a dit qu'ils sont en train de construire une usine clandestine d'enrichissement d'uranium. Je ne pense pas que cette usine était une usine clandestine, parce qu'elle était construite en plein désert, c'est-à-dire très visible avec les satellites aujourd'hui. Si on avait voulu vraiment faire une usine clandestine, on l'aurait construite dans un garage, dans une caserne, en centre-ville, et là, elle aurait été beaucoup plus difficile à trouver. Mais à partir du moment où il y a eu un regain de curiosité des inspecteurs de l'AIEA, on a trouvé quand même un certain nombre d'infractions sérieuses de l'Iran qui avait commencé à enrichir de l'uranium à certes toute petite échelle, c'était pas dangereux, mais c'était quand même interdit par son accord avec l'AIEA. Et il a fait quelques expérimentations encore à échelle de laboratoire, mais qu'il a reconnu d'ailleurs, mais voilà, qu'il aurait dû déclarer à l'AIEA et qu'il n'a pas déclaré à temps. Et plus tard, il s'est lancé, par exemple, dans la construction d'une usine souterraine, l'usine de Fordo, qu'ils auraient dû déclarer beaucoup plus tôt. Ça, c'est certain. Juridiquement, quand on regarde la teneur de leurs accords avec l'AIEA, de toutes les annexes, etc., ils ont l'obligation, les Iraniens ont l'obligation de déclarer leurs installations nucléaires dès la conception, précisément d'ailleurs pour que l'AIEA puisse intervenir sur les plans et dise, écoutez, voilà, c'est pour exercer nos contrôles, on aimerait que vous modifiez éventuellement tel ou tel dispositif dans votre installation. Or, les Iraniens se sont lancés dans la construction de Fordo, usine souterraine, sans le déclarer à l'AIEA. Voilà, ils ont fait quand même des bêtises. Hein. Objectivement, ils ont fait des bêtises qui les ont fragilisés. Il faut quand même le reconnaître, même si on peut considérer, probablement à juste titre, que certaines des menaces ont été très exagérées. Il faut bien voir que depuis, en 92, c'est les services allemands qui ont les premiers. On dit en 92, c'est pas très bien pourquoi. Dans 2 ans, les Iraniens auront la bombe.
Et évidemment, à l'époque, Netanyahou s'en est emparé. Les premières déclarations de Netanyahou datent de cette époque. Et il disait, voilà, l'Iran va avoir la bombe. Ça fait à peu près, donc, ça fait à peu près 30 ans qu'on nous prédit chaque année que l'Iran va avoir la bombe dans les 2 ou 3 ans, ce qui a été évidemment très, très exagéré. Et en ce sens, on peut parler voilà, d'une construction de la menace. Mais il y a quand même, au départ, des petites graines voilà, maléfiques qui ont été semées par les Iraniens et qui ont donné des armes à leurs adversaires. Hein, ça, c'est quand même tout à fait clair. Ça, c'est incontestable. Bonjour. J'ai plusieurs questions. Je voulais revenir plutôt aux négociations en cours. Donc, d'abord sur l'accord politique qu'on va peut-être avoir en mars ou peut-être pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut envisager dans un accord politique? Et ça, est-ce que si c'est un accord politique, alors là, on n'est pas dans... Si on est dans si on a un accord politique, ça c'est plutôt un accord stratégique, un alignement stratégique. Ça ne concerne pas les détails techniques. Et donc, est-ce que vraiment on a besoin d'un accord? Parce que s'il y a un alignement stratégique, par exemple, j'ai entendu une analyste hier qui dit peut-être qu'il n'y aurait jamais un accord, mais on peut avoir un certain alignement parce qu'il y a des intérêts en commun maintenant à cause de l'État islamique. Et il y a on parle, on négocie. Et donc, est-ce qu'on peut procéder d'améliorer les relations sans accord? Et après, bon, je vais un peu mélanger les détails techniques avec les relations avec la France. Parce que là, on dit que, bon, elle a 9000 centrifugeuses. Est-ce que les Américains étaient prêts, est-ce qu'ils étaient prêts, parce que les relations entre la France et les Américains ici, c'est pas forcément très clair au niveau médiatique. Et dans les anglophones, surtout sur le Twitter, on le voit, qu'il y a beaucoup de critiques, même cette fois, contre la France. Et j'ai pas compris pourquoi cette fois il y avait des critiques. Avant, la dernière fois, Fabius a sorti et il a parlé en média, mais cette fois il n'a pas fait ça. Donc, est-ce que ces critiques, en fait, comment vous le voyez, vous? Bon. Donc, au niveau oui, les 9000 centrifugeuses, est-ce que les Américains étaient prêts à permettre à l'Iran de garder ces 9000 centrifugeuses sans nous dire, parce que si ces négociations étaient faites en secret, bon. Parce que là, on tourne en cercle. On était ici en 2003 et 2005 que l'Iran ne peut pas avoir l'enrichissement. Elle a voulu 3000 centrifuges, donc elle veut avancer le programme. Nous voulons le reculer. Et donc, est-ce que ce n'est pas mieux de juste geler le programme en place? D'accord. Je vais essayer de répondre déjà. Je vais essayer de répondre déjà aux premières questions, peut-être, que vous avez posées, et on pourrait revenir. Alors, est-ce qu'on peut obtenir finalement une amélioration de la relation de l'Iran avec les États-Unis, avec ses voisins, etc., sans accord nucléaire? Est-ce qu'on peut se passer de cet accord nucléaire? Est-ce que la pression de la lutte contre l'État islamique fait que de toute façon on est forcé de coopérer? Je crois que non. Très franchement, je crois qu'on a besoin de l'accord nucléaire. C'est un peu le point de passage obligé. Hein. C'est le chat de l'aiguille, comme disent les évangiles, par lequel il va falloir malheureusement passer pour arriver à déboucher sur des possibilités de coopération. Car il faut bien voir qu'à l'heure actuelle, même si sur le terrain, effectivement, il y a une coopération objective, en tous les cas en Irak, c'est loin d'être le cas en Syrie,
Et les Iraniens maintiennent un discours disant non, nous n'avons rien à voir avec ce que font les Américains dans la région. D'ailleurs, c'est eux qui ont inventé l'État islamique, Israël, bien entendu, pour faire bon poids. Donc voilà, donc il n'est absolument pas question que l'on puisse coopérer ensemble, voilà, pour le moment. Et même d'ailleurs, si on signe l'accord, c'est pas du tout certain qu'on coopère. Mais il est certain que il va falloir en tous les cas la signature de l'accord pour ouvrir des possibilités de rapprochement et de réinstallation de l'Iran dans sa région, où il retrouverait non pas le rôle de gendarme de la région, parce que ça c'est du passé, c'est des formules voilà, qui n'ont plus aucun sens, mais certainement d'un pays qui occuperait enfin la place, voilà, l'influence qui lui revient dans la région. Voilà donc pour cette première question. Hein. Sur la question à quoi ressemblera l'accord politique et technique, si on va très vite, l'accord sera forcément en deux parties, les obligations de l'Iran, les obligations des P5+1. Dans les obligations de l'Iran, on les connaît bien, c'est limitation de l'enrichissement, renonciation au retraitement, donc de la voie du plutonium, transparence sur le programme, ouverture encore plus large aux inspecteurs et transparence sur le passé. Hein. Voilà les grandes lignes des obligations de l'Iran. Pour l'enrichissement en particulier, fixation d'un nombre déterminé de centrifugeuses qui ne pourraient pas être dépassées pendant au moins un certain nombre d'années. Voilà pour le côté iranien. De l'autre côté, on en a parlé, c'est la levée des sanctions américaines, des sanctions européennes et des sanctions du Conseil de sécurité. Voilà la structure de l'accord, hein, forcément. Et je ne vois pas les distinctions entre l'accord politique et technique. Si, parce que ça, ce que je viens de vous dire, c'est les grandes lignes de l'accord, si vous voulez. Ensuite, il va falloir entrer dans les détails. C'est pas quand on dit qu'il y aura un certain nombre de centrifugeuses, il faut voir comment elles tournent, quelle est l'importance du stock qu'elles fabriquent, comment on transforme ce stock éventuellement qui est sous forme gazeuse ou de cristaux, qui peut très facilement être enrichi à des niveaux plus élevés, comment on le transforme en oxyde de façon à retarder la possibilité de récupérer cet uranium enrichi pour l'injecter dans les centrifugeuses, la possibilité de diminuer le stock d'uranium enrichi en l'envoyant pour sa plus grande partie en Russie, la Russie qui pourrait le transformer en combustible pour les centrales, parce qu'il ne suffit pas d'avoir de la poudre, et encore faut-il construire les éléments combustibles, et ça les Iraniens ne sont pas capables de le faire, donc ça implique un accord avec la Russie. Vous voyez qu'on entre dans des détails assez compliqués, de la même façon quand on dit qu'on va transformer le réacteur d'Arak, hein, qui est plutonigène, fortement plutonigène, encore faut-il savoir comment. Hein, le type de combustible qu'on va mettre à l'intérieur, si on utilisera toujours de l'eau lourde comme modérateur, c'est l'eau dans laquelle baignent les éléments combustibles, ou si on utilise de l'eau légère. Voilà beaucoup de questions qui sont vraiment des questions hautement techniques et qui feront l'objet certainement de très nombreuses annexes. Voilà. C'était l'essentiel de vos questions, non? Je crois qu'il y en avait plusieurs autres, mais... Oui, il y en a beaucoup, oui. On y reviendra. Mais elles sont posées un peu par tout le monde, donc on y reviendra. Voilà, on est peut-être au bout de nos... Juste une question que vous avez abordée un peu indirectement, c'est évidemment Israël. Et il y a eu des discours de menaces, de bombardements qui ont une certaine crédibilité, parce que je pense que l'armée israélienne s'est dotée de quelques moyens nouveaux depuis quelques années. Donc comment est-ce qu'en Iran c'est perçu ce discours assez belliciste des Israéliens? Je dis, enfin, quand on lit la presse du régime, ils font bonne figure. Enfin, tout ça, c'est des menaces, c'est des tigres en papier, enfin, ça, manifestement. Et d'ailleurs, si Israël nous bombarde, nous, on rayera Israël de la carte. Enfin bon, il y a un langage comme ça, emphatique, et voilà, dans laquelle les Iraniens sont assez doués. En réalité,
je pense qu'à certains moments, en effet, ils ont quand même pensé ils étaient quand même inquiets à l'idée qu'Israël pourrait détruire leurs installations nucléaires. C'est d'ailleurs la raison, c'est ce qu'il dit d'ailleurs, pour laquelle ils ont fait une installation souterraine, pour qu'au moins une partie de leur technologie, de leur acquis technologique, soit protégée si Israël décidait de détruire ce qui est en surface et donc assez aisément destructible, c'est-à-dire pour l'essentiel l'usine d'enrichissement de Natanz, qui est en plein désert, on en parlait tout à l'heure, donc visible comme le nez au milieu de la figure, surtout comme il fait beau temps en général, et les installations d'Ispahan aussi, il y a un certain nombre d'installations, d'ateliers, voilà, ce seraient certainement les deux installations qui seraient frappées, et sans doute les installations militaire de Parchin, ce site militaire qui est d'ailleurs à côté de Téhéran, sur lequel les Iraniens ont toujours répugné à faire entrer les inspecteurs. Ils ont quand même fait rentrer 2 fois. Mais l'AIEA dit « Ah oui, mais on n'a pas tout vu, on a de nouvelles idées, on voudrait revenir ». Et là, récemment, les Iraniens ont dit « C'est fini, on a déjà fait visiter 2 fois ». Trop tard, il fallait dire ce que vous vouliez à ce moment-là. Et donc, c'est aussi un objet de tension. Mais beaucoup de services considèrent que si des recherches sont faites ou ont été faites et sont faites, c'est dans cette grande installation militaire, construite d'ailleurs par les Américains. C'est un site de construction d'explosifs du temps du Shah, hein, bien entendu. C'est un site de construction d'explosifs pour militaires. Tout à fait classique, mais où probablement, effectivement, certaines opérations de détonique ont été menées. Bon, la détonique, alors pour une bombe nucléaire, c'était toujours une bombe à 2 étages. Il y a une enveloppe d'explosifs classique qui comprime la masse fissile, l'uranium ou plutonium qui se trouve au centre, je simplifie beaucoup, et qui déclenche l'excursion nucléaire, en quelque sorte. Mais encore, faut-il disposer ces explosifs classiques de telle façon que ça se passe bien, que l'arme ne fasse pas long feu, en quelque sorte. Voilà. Et donc, ça demande des expérimentations assez fines, assez complexes, et bon, dont on voit à peu près la configuration. Voilà un peu les 3 sites qui pourraient être éventuellement bombardés. Ceci étant, je pense que les Iraniens sont probablement assez résignés, ou étaient assez résignés à une époque à l'idée que, effectivement, ces sites pourraient être bombardés, mais ils se disaient que, d'abord, ça les placerait en position de victime, en tous les cas, ils essaieraient de le faire apparaître, et ensuite, ça les libérait, au fond, de tous les engagements qu'ils ont pris jusqu'à maintenant, parce que, jusqu'à présent, ils sont quand même... C'est ça qu'il faut souligner, ils sont restés quand même membres du TNP. Ils n'ont pas du tout suivi la voie de la Corée du Nord. Par exemple, la Corée du Nord s'est fait prendre la main dans le sac, hein, un peu comme les Iraniens à certains moments. Les inspecteurs ont dit « Mais qu'est-ce que c'est ce plutonium qui se trouve là, ces combustibles ?» Et en plus, ils ont pris les Nord-Coréens en flagrant délit de mensonge sur toutes leurs déclarations. Et la Corée du Nord a répliqué en expulsant les inspecteurs et en disant qu'elle se retirait du TNP. Et finalement en faisant une explosion nucléaire. Les Iraniens n'ont finalement jamais joué ça, c'est assez intéressant. Quoi qu'on leur reproche, en tous les cas, leur langage a été parfaitement clair. Hein. Même du temps d'Ahmadinejad, on n'est pas forcé de le croire, mais ils ont toujours dit non, notre programme est exclusivement pacifique et surtout, nous n'avons pas l'intention de quitter le TNP. Malgré tous les ennuis que vous nous faites, nous restons un fidèle signataire du TNP. Voilà le langage qu'ils ont mis en avant. Donc, ils sont donc très différents. Oui. Voilà, en fait, si accord il y a avec le nucléaire iranien, est-ce que ça n'enclencherait pas justement un tournant diplomatique, politique des pays occidentaux sur l'Iran, sur la région? Et qu'est-ce qui va en découler concernant Israël, hein, puisqu'on a vu dernièrement des pays qui
Des pays, oui, c'est ma collègue. Des pays qui souhaiteraient déclarer la Palestine comme un État à part entière. Est-ce qu'Israël ne va pas se sentir finalement mise au banc des accusés et comment est-ce qu'elle pourrait réagir? Tout est dans tout et réciproquement. Donc, il est certain que s'il y a un accord passé avec l'Iran sur le nucléaire, ça entraînera une baisse des tensions. Et puis ça privera au fond Israël d'un argument qu'elle a quand même beaucoup mis en avant, c'est-à-dire de la menace existentielle de l'Iran, qui était quand même assez pratique pour mettre un peu de côté la question palestinienne, si vous voulez, en faisant le calcul que finalement les médias internationaux en général s'intéressent à un sujet à la fois. Et donc si on arrivait à les brancher au maximum sur l'Iran, ça évité de faire les premières pages avec la question israélienne. Hein. Il n'y a qu'une première page par journal. Voilà, et par journal. Et voilà, c'est un peu. Donc, ça les privera un peu de cet argument. Ça replacera en effet sans doute la question palestinienne au centre des préoccupations. Et ça privera, enfin peut-être pas immédiatement, hein, ça n'aura pas un effet automatique. Mais si, moi, vraiment, je suis persuadé, si l'accord s'applique bien, si l'Iran respecte les données de l'accord, si petit à petit quand même se rétablit la confiance, effectivement. L'Israël sera un peu privé, là encore, de ce qui est présenté comme une menace existentielle. Mais cette menace existentielle avait l'avantage d'entraîner un réflexe automatique de solidarité. Si vous voulez, à partir d'un moment où un pays n'est plus menacé dans son existence, c'est évident que l'Amérique, l'Europe, tout ça resteront solidaires d'Israël, mais peut-être pas de façon aussi automatique, de façon aussi immédiate. Il y aura peut-être tendance à réfléchir à deux fois, avant de les soutenir sur tel ou tel point. Donc il est certain que un accord à nouveau sur ce sujet fragilisera non pas Israël, mais les gens qui en Israël, la majorité, le gouvernement, qui ont beaucoup joué là-dessus pour gagner du temps, en quelque sorte. Moi, je peux continuer, mais je ne sais pas quelle est... Parce qu'il ça va vers 2 heures. Vous me dites, moi. Merci pour toutes ces réflexions. Quel est le poids des Russes dans les négociations? C'est une bonne question. Les Russes ont été... On pose toujours la question de savoir pourquoi les Russes sont dans la négociation même. C'est assez intéressant parce qu'au fond, ils ont toujours été critiques à l'égard des Occidentaux en disant que ce n'était pas la bonne solution. Ils ont toujours été contre les sanctions unilatérales, hein, les sanctions américaines et les sanctions européennes. Ils ont été convaincus de voter les sanctions du Conseil de sécurité. Mais à l'époque, il faut s'en souvenir, les Américains, Hillary Clinton a fait de très importantes, enfin quand c'était elle, a fait de très importantes de concessions aux Russes pour les amener à se rallier. Enfin, ça a été compliqué, comme c'était pas évident d'emblée. Les Russes sont toujours posés plutôt en amis et en soutien des Iraniens, mais pourquoi sont-ils dans la négociation? Au fond, j'ai beaucoup réfléchi à cela, d'autres personnes qui pourraient d'ailleurs intervenir là-dessus. Là, je vois Clément pourrait intervenir là-dessus. Je pense que quand même, faire partie de cette négociation, c'est conforter leur statut de membre du Conseil de sécurité, de responsable quand même de la paix internationale. Voilà, c'est quand même important pour eux, pour leur propre image. Il est très intéressant de voir d'ailleurs comment il n'y a absolument aucune influence sur leur position à l'intérieur, leur coopération à l'intérieur du dispositif à l'égard de l'Iran, tout ce qui se passe en Ukraine, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer, ça n'a absolument aucune influence. En Syrie, à plus forte raison, ça n'a vraiment aucune influence. C'est vraiment séparé. Et les Russes sont absolument coopératifs, charmants. Enfin, ils jouent le jeu et ils jouent la solidarité à l'intérieur du groupe 5+1, tout en étant ceux qui essayent quand même de dire non, n'allez pas trop loin, ne forcez pas trop loin, et tout en étant ceux qui, négociant avec les Iraniens, par exemple, acceptent de leur vendre des centrales nucléaires supplémentaires. Mais que ça ne pose pas de problème de prolifération. Même les Américains, les Occidentaux considèrent que le modèle de centrale qui est vendu ne produira jamais une bombe. Ça, là-dessus, il n'y a absolument aucune inquiétude. Mais bon, voilà, ils ont continué à faire des affaires. Et surtout, alors ce qui est beaucoup plus important, c'est que tout récemment, il pourrait apparaître
on verra que leur corps qui sortira, s'il sort, il pourrait apparaître comme ayant joué un rôle déterminant dans le succès de l'accord en acceptant de récupérer l'uranium légèrement enrichi iranien, de le transformer en combustible pour des centrales nucléaires. Donc à partir de ce moment-là, il n'est plus dangereux. Tant s'il n'est plus sur le sol iranien, bon, il ne peut plus être récupéré immédiatement pour produire de l'uranium hautement enrichi. Donc c'est un élément clé du dispositif. Et là, donc, les Russes, si c'est bien au cœur de l'accord qui sera finalement trouvé, pourront dire, ben, vous voyez, une fois de plus, comme dans l'affaire des armes chimiques, tout ça, on a joué un rôle essentiel. C'est grâce à nous, finalement, qu'on a trouvé la bonne solution pour sortir de la crise. Une autre petite question, est-ce que tout ça n'est pas en fait un prétexte vendable, enfin, disons les lois Amato, les sanctions américaines qui sont déjà très anciennes, un prétexte vendable pour bloquer l'accès de l'Iran à des développements technologiques dans tous les autres domaines, le gaz, enfin la compression du gaz, etc. Sachant qu'après Israël, c'est le pays qui a le meilleur système éducatif et technologique dans la région. Oui, en tous les cas, c'est ce que disent les Iraniens. Ils n'ont pas, enfin, dire dans leur récit qu'ils ont dans leur tête, effectivement, on voit bien comment ce récit peut se construire en s'appuyant sur l'histoire. Enfin, les Iraniens disent au fond, tout ça, c'est toujours la même vieille histoire des puissances coloniales qui essaient de nous maintenir dans notre état d'arriération. C'est très bien qu'on ait du pétrole, voilà, mais restez-en à ce niveau-là. Et surtout, ne vous développez pas, ne devenez pas un État qui puisse un jour nous concurrencer dans nos domaines où nous sommes très avancés. Et précisément, si l'Iran développe un programme nucléaire, quand même au-delà de la bombe, tout ce qu'on veut, c'est l'idée, au fond, de jouer dans la cour des grands, dans la cour de la modernité technologique, c'est d'être vraiment un grand pays, si vous voulez, vraiment de jouer dans la cour des grands. Ça, c'est très important. Et au fond, dans tout ce qui se passe, ça leur rappelle, ils font leur rapprochement, évidemment, avec l'époque de Mossadegh, quand... Là encore, au fond, quand les Iraniens ont essayé de s'émanciper, de récupérer leur pétrole, il y a eu la punition qui est intervenue avec le coup d'État manufacturé, là, vraiment, par la CIA et le MI6, qui ont entraîné la chute de Mossadegh. Il dit tout ça, on connaît, là, tout ça on connaît très bien, c'est toujours la même histoire, on la connaît fort bien. Et ce qui explique d'ailleurs leur hostilité viscérale à l'égard des Anglais qui sont coupables de tout en Iran. Quoi qu'il arrive, un tremblement de terre, n'importe quoi, c'est toujours la faute des Anglais, ça. Oui, je vais vous poser une question extrêmement naïve. Et si demain ou après-demain, la nouvelle tombe, l'Iran possède la bombe, que se passe-t-il? Si demain, l'Iran faisait la nouvelle tombe, l'Iran a la bombe. Tu en as fait une bonne question, oui, on peut se la poser, effectivement, on a le droit de se la poser intellectuellement, il faut se la poser même. Alors d'abord, une première question, c'est est-ce qu'il aura une bombe ou plusieurs bombes? Parce que quand on a une bombe, par définition, ça ne sert pas à grand-chose, parce que si on veut faire une expérimentation, si on veut faire un test, si on la fait exploser, une fois qu'on l'a fait exploser, on n'a plus de bombe du tout. Donc on revient au point zéro, enfin, il faut en fabriquer d'autres derrière. Je veux dire... Mais c'est un seuil, bien sûr, et c'est un seuil sur lequel il faut bloquer, évidemment, essayer d'empêcher, le TNP est fait pour ça, mais la possession d'une seule bombe est quelque chose quand même d'assez symbolique. Les choses deviennent sérieuses quand on dispose d'un arsenal, disons, d'un petit arsenal. Alors cet arsenal, il faut pouvoir le livrer à domicile, et ça, comment faire? Alors il y a plusieurs méthodes. Les bombes de première génération, il faut quand même des gros avions transporteurs. C'est Hiroshima, Nagasaki, on voit genre forteresse volante pour arriver à livrer le produit à domicile. Ensuite, et les Iraniens d'ailleurs, ils travaillent, ils ont un programme balistique. Ça serait d'avoir un programme balistique qui évidemment renforce considérablement les chances de pouvoir toucher un objectif. Mais
pour un programme balistique, il faut faire quand même, ça implique une miniaturisation de la bombe. On ne peut plus utiliser le modèle Hiroshima-Nagasaki, qui est quand même quelque chose d'assez gros là dans la pièce. Il faut faire quelque chose qui est plus petit, là, qui est à peu près comme ça, là, qui fait 700 kilos, on ne peut pas dépasser ça. Et ça implique des expérimentations. On peut pas. Donc tout ça est très visible. Pourquoi je dis tout ça? Parce que ça veut dire que pendant la période de montée en puissance d'un arsenal, c'est le moment en fait où le pays est le plus fragile. Avant qu'il puisse se mettre à niveau, qu'il puisse vraiment représenter une menace sérieuse pour les autres, lui, il peut être menacé et détruit alors qu'il n'a pas encore atteint le niveau de développement d'un arsenal qui pourrait, lui, le faire apparaître comme une menace. C'est pour ça que c'est pas tout d'avoir une première bombe. Je vous dis, notamment le seuil de la miniaturisation est quand même très important. Même les Israéliens qui, finalement, n'ont pas fait d'expérimentation pour leur première bombe, leur bombe de première génération, parce qu'ils étaient certains que ça marcherait sur le papier. Pour la miniaturisation, il est obligé de faire au moins une expérience. C'est celle qui s'est probablement déroulée dans l'Atlantique Sud, dans le début des années 80, peut-être avec l'aide des Sud-Africains à l'époque, mais il fallait quand même faire au moins une expérience pour pouvoir être sûr que ça marche. On ne peut pas développer un arsenal balistique, nucléaire balistique, sans avoir fait au moins une expérimentation qui est quand même une signature de ses intentions. Je crois que l'heure qui nous était impartie est arrivée à échéance. En tout cas, on a bien compris donc les échéances, mars et puis juin. Alors, ce sera peut-être l'objet d'une nouvelle conférence début juillet, ici à l'IREMO. Voilà, merci en tout cas d'être venus aussi nombreux.